Salut les polémiqueurs! Je vous retrouve pour un hors-série que je vous avais promis sur la chaîne au moment où je suis revenu pour faire des vidéos avec Gogo sur DL Polémique. J'ai retrouvé un emploi, donc je peux vous parler en toute détente de mon expérience d'employé de la Walt Disney Company France, sauf que je savais même pas par où démarrer, tellement il y a de choses à dire, et donc du coup je vous ai lancé une FAQ sur Instagram, et surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette vidéo et à poser d'autres questions. Je réponds à tous les commentaires sur les vidéos YouTube, généralement je laisse traîner la vidéo 1 à 2 semaines en ligne, et je réponds après 2 semaines, n'hésitez pas surtout. Donc, la Walt Disney Company France. Avant de commencer, avant de répondre à vos questions, les polémiqueurs. Qu'est-ce que la Walt Disney Company France? La Walt Disney Company France, c'est tout sauf Disneyland Paris. Ça concerne les produits dérivés, ça peut être du jouet, de la peluche, du fashion, des vêtements, l'édition, ça concerne aussi le cinéma, le doublage en français, les chaînes télévisées, les 4 chaînes que vous connaissez, Disney Channel, Disney Junior, Disney Cinéma, Disney XD. Donc voilà, c'est vraiment l'activité de Disney en dehors des parcs d'attractions. Et en fait, c'est vraiment l'activité de Disney dans votre vie de tous les jours, c'est Disney dans votre chambre en quelque sorte. À quoi sert Disney FR? C'est la première question que j'ai reçue, et c'est vraiment la première question que j'ai reçue, et c'est vrai que c'est pas une question qui est bête finalement. Et la conversation la plus drôle que j'ai eue à ce propos, c'était avec une cast member de Disneyland Paris à qui je présentais mon ID pour avoir une réduction en restauration, parce que on avait le droit d'avoir des réductions et de rentrer gratuitement sur le parc, donc je lui montre mon ID, et elle me dit mais vous êtes de Disney, Disney des studios, mais des studios de Burbank, donc les fameux studios de Burbank en Californie, là où sont produits et tournés certains films et là où sont créés les classiques d'animation. Et je lui dis ah bah non, moi je viens de Disney France, du studio, enfin de Disney France quoi, enfin en France. Et elle me dit d'accord, mais du coup Star Wars c'est tourné en France? Je lui dis ah non, Star Wars n'est pas tourné en France, mais quand vous regardez Star Wars, vous avez remarqué que c'était en français? Et elle me dit ah mais moi je pensais que c'était Disneyland Paris qui gérait ça. Et Disneyland Paris gère ses attractions et son business autour de sa destination. Et c'est à ça que sert Disney France et la Walt Disney Company France, c'est à incarner le studio américain et toutes ses activités en France. Et pour ça, il faut des équipes, mais évidemment, on est beaucoup moins nombreux qu'à Burbank, et surtout, on est beaucoup moins nombreux qu'à Disneyland Paris. À Disneyland Paris, ils sont 15 000 employés, entre 15 et 20 000 employés. À Disney France, il me semble qu'on est entre 200 et 300 employés. C'est beaucoup moins. Et pour ceux que ça intéresserait, la Walt Disney Company France se situe sur le quai Panard-Levasseur, en plein milieu du 13e arrondissement de Paris, donc ils ne sont plus dans les locaux de Disneyland Paris, puisqu'à l'époque, ils étaient dans les locaux de Disneyland Paris à Val d'Europe. Et donc la plupart des cast members, en tout cas ceux qui sont sur le terrain, parce que ceux des coulisses savent peut-être un peu mieux qui on est, mais c'est vrai que sur le terrain, vous ne connaissez pas forcément cette société et son activité, et c'est d'autant plus le cas depuis que la société a déménagé et que maintenant elle est installée en plein milieu de Paris. Quels sont les différents métiers à Disney France? Alors, c'est dur d'y répondre parce que je suis pas sûr de tous les connaître. À Disney France, il y a des métiers comme le marketing, la communication, la distribution et la production, le doublage, il y a un service créatif aussi. Il y a beaucoup de personnes qui, selon moi, ont des profils plus commerciaux et donc qui, à mon avis, sortent d'écoles de commerce. Donc là, je pense notamment à toute la partie retail et il y a une très grosse partie, évidemment, qui concerne le digital aussi. La question suivante, c'est quel était ton métier à Disney France? Quelles étaient tes missions au quotidien et combien de temps tu es resté à Disney France? Moi, je suis rentré chez Disney France en stage. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous me demandent comment postuler à Disney France. Pour postuler à Disney France, c'est le même site que Disneyland Paris, c'est le site Disney Careers. Dessus, vous avez toutes les annonces, elles sont mélangées à celles de Disneyland Paris. Mais forcément, comme il y a moins d'employés, et ben dès que Disney France publie une offre, elle est noyée au milieu de toutes les autres offres de Disneyland Paris. Donc ce que je vous conseille plutôt les polémiqueurs, c'est d'aller suivre le compte LinkedIn The Walt Disney Company France Expérience Employée, dans lequel vous retrouvez les offres qui concernent uniquement Disney France. C'est un peu difficile de rentrer à Disney France, non pas parce que ça demande certaines qualifications, mais surtout parce que c'est une petite société en fin de compte. Dès qu'ils balancent une offre en ligne, beaucoup de monde y répondent très vite. C'est un peu au petit bonheur la chance. Moi je sais que 3 personnes avaient été reçues en entretien pour mon poste de stagiaire, mais en réalité je sais que des centaines d'autres personnes avaient postulé à l'offre. Je dirais qu'il y a beaucoup de hasard qui compte malgré tout. Alors mon métier au sein de la Walt Disney Company, c'était essentiellement chargé de communication. Sauf que j'ai eu 2 postes, puisqu'en fait, à la fin de mon stage, j'ai décroché chez eux un contrat pro, donc un contrat en alternance, que j'ai fait pendant 1 an, et du coup je n'occupais plus tout à fait le même poste. Le premier poste que j'ai occupé au sein de la Walt Disney Company France, c'était chargé de communication institutionnel, corporate business et RSE. Alors, c'est un peu technique dit comme ça, je vais vous expliquer juste après. Lorsque j'étais en contrat pro, je suis retourné dans le service relations presse, toujours dans la même équipe, mais cette fois-ci j'ai changé de tuteur et j'étais donc chargé de communication autour des produits dérivés et j'étais aussi chargé de communication autour des chaînes télévisées. Quelles étaient mes missions au sein de la Walt Disney Company? Mes missions au sein de la Walt Disney Company, c'était vaste et varié. Il y avait beaucoup de choses. D'abord, il y avait
un aspect digital qui était l'animation de certains réseaux sociaux qui appartiennent à la Walt Disney Company. Donc quand j'étais en communication institutionnelle, c'est moi qui animais le compte Facebook de l'entreprise qui s'appelle The Walt Disney Company France, qui est un compte Facebook qui relaie l'histoire, l'héritage et les actions des Disney Volunteers sur Facebook. Ensuite, j'animais le LinkedIn corporate de l'entreprise qui s'appelle The Walt Disney Company France, tout simplement, sur lequel on relaie essentiellement des partenariats business. Ensuite, j'animais aussi le LinkedIn Expérience Employée. Expérience Employée, c'est un LinkedIn qui vise à faire la communication de toutes les actions qu'on mène en interne avec nos employés, des journées spéciales, des petits événements. Toujours pendant ce stage, et c'était pour ça que j'avais été recruté, je venais soutenir l'organisation d'un événement qui s'appelle le Rendez-vous des partenaires. C'est un événement qui n'est pas ouvert au public et qui est uniquement ouvert aux partenaires de Disney, ce qu'on appelle les licenciés. Ce sont les gens qui travaillent avec nous d'une façon ou d'une autre. La plupart d'entre eux sont en fait ceux qui fabriquent donc les jouets, les produits dérivés Disney. La présentation de cet événement, c'est un peu comme la keynote de Steve Jobs, sauf qu'il y en a un dans chaque pays du monde, et sauf que dans la salle, au lieu d'avoir des journalistes high-tech, vous avez des gens de chez Carrefour, ou des gens de chez Toys R Us, quoi, en gros. Et donc à ces gens-là, on leur explique quelle est la stratégie de l'entreprise sur les 2 prochaines années, pour leur donner un peu d'avance dans leur créativité. C'est un événement qui est extraordinaire, j'ai eu la chance d'y participer 2 fois, c'est un événement extraordinaire parce que vous découvrez des line-up et des contenus exclusifs, même si c'est une approche très business de la stratégie de la Walt Disney Company, c'est passionnant, c'est vraiment un show, et c'est très calibré comme événement, il y a beaucoup d'intervenants qui parlent, mais j'ai adoré aider à l'organisation de cet événement et c'était le plus gros de mes missions. Et ensuite, notre directrice de la communication est aussi chargée de la communication RSE, donc je l'aidais à relayer les événements RSE et donc je partais avec notre chargé de mécénat dans les hôpitaux pour aller faire des visites avec les Disney Volunteers et donc j'ai participé à quelques événements Volunteers et mon rôle était de les relayer sur les réseaux sociaux et d'en faire la communication. C'était aussi l'année où est sorti Né en Chine. Le label Ocean by Disney venait à peine d'être lancé je crois, donc il y avait tout un volet aussi là-dessus. Et l'année d'après, il y avait les 10 ans de Disney Nature avec la sortie de Blue. Donc tout ça fait partie de notre stratégie RSE et il fallait aussi la relayer quotidiennement aussi bien en ligne que en ce qu'on appelle en RP, donc en communiqué de presse. Donc ça c'était pour mes missions quand j'étais à ce premier poste. Ensuite j'étais à un autre poste et là c'était donc chargé de communication des produits dérivés. La communication des produits dérivés de Disney c'était beaucoup plus RP, donc ce qu'on appelle vraiment relation presse, c'est de la relation presse pure et dure, c'est-à-dire de la rédaction de communiqués de presse qu'on envoyait au Social Club de Disney France, aux journalistes et aux insiders aussi parfois. Ce qui a été génial quand j'étais chargé de la communication des produits dérivés, c'est qu'il y a eu le lancement de Shop Disney. Donc ça a été la fin de DisneyStore.fr et ça a été le lancement de Shop Disney en plein milieu de l'été. Donc c'était cool que de pouvoir voir un peu comment était repensée la stratégie autour des produits dérivés et de ce qu'on appelle Consumer Products. Donc pour ceux qui ne savent pas, Consumer Products, c'est la société de produits dérivés. En même temps que je m'occupais des produits dérivés, j'étais aussi chargé de communication des chaînes télévisées, donc là c'était aussi de la rédaction de communiqués de presse et du soutien à l'organisation d'événements au moment des lancements de programmes sur les chaînes Disney. Moi par exemple j'ai travaillé au lancement du DICOM Zombie, qui a été le programme que j'ai préféré porter quand j'étais chez Disney Channel, parce que je trouve que Zombie était presque une suite de High School Musical et en même temps c'était fun. Il y avait aussi Réponse la série, il y avait aussi une autre série fiction que je trouve extraordinaire pour les ados qui s'appelle Andy, qui est vraiment une série fiction extraordinaire. Enfin bon, je vais pas vous faire la liste de tous les programmes qui sont lancés. Il y avait cet aspect-là un peu plus relation presse que j'ai eu pendant mon contrat pro et ça consistait aussi à mettre à jour un site de relation presse que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle la Newsroom de Disney FR. Et vous, généralement, vous aviez les informations via les sites de fans qui en fait étaient au Social Club. C'est plus les sites comme Disney Feel, Disney News qui sont vraiment plus des comptes qui suivent l'actualité de la Walt Disney Company plutôt que celle de Disneyland Paris. Ils ont une approche plus studio. Quelle est la chose dont tu es le plus fier? La chose dont je suis le plus fier, c'est ma participation à l'organisation de certains événements Disney Volunteers et au relais de certains événements Disney Volunteers. C'est vrai que ça, c'est la chose que j'ai préféré faire quand j'étais en stage. C'est la chose que j'ai faite en tout premier quand je suis arrivé. C'était ma première mission, c'était de faire un communiqué de presse sur les Disney Volunteers et de trouver un journaliste pour un petit événement dans un hôpital à Paris et d'ensuite d'aller accompagner les Disney Volunteers sur le terrain. Ça, c'est la chose dont je suis le plus fier. Disney Volunteers, c'est une tradition Disney depuis des années. Donc parfois c'est vrai qu'il y a des entreprises qui s'engagent sur certains sujets, on a du mal à croire à une certaine forme de sincérité dans leur engagement parce que parfois c'est en contradiction avec leur activité, mais finalement Disney, c'est quand même quelque chose qui est censé faire rêver, quelque chose qui est plutôt à destination des familles et des enfants, et je trouve que c'est totalement la place de Disney que d'aller dans les hôpitaux et de mener ce genre d'action de bénévolat et de volontariat. C'est complètement en adéquation pour moi avec l'esprit et les valeurs Disney et c'est ce que j'ai préféré faire. C'est une des choses dont j'ai été le plus fier, c'est-à-dire de porter le t-shirt Disney Volunteers
et d'aller voir des enfants dans les hôpitaux, parfois avec des personnages Star Wars, donc des personnages qui font 2 mètres et qui sont impressionnants et qui sont armés, et les enfants leur sautaient dans les bras, ils étaient trop contents de les voir. C'était vraiment très fort en émotion et j'ai adoré faire ça. Quelles sont les règles et les chartes à respecter à Disney France? Ça, c'est une des plus grosses problématiques quand on travaille dans une société comme Disney, c'est-à-dire une filiale américaine, c'est qu'il y a un savoir-faire, des traditions et des règles, et ce qu'on appelle généralement en langage business des guidelines. Et chez Disney, il y a énormément de guidelines. Ne serait-ce que par exemple quand vous utilisez un logo de Star Wars, mais je vous dis pas la galère, c'est une tannée. Tous les logos ont des codes couleurs, ont des positions à respecter, et je vous parle de ça pour Star Wars, mais évidemment pour tous les autres logos Disney, et donc aussi les logos de Disney Junior, Disney Channel, où parfois vous avez des différences de logos qui se voient même pas à l'œil nu, mais il faut faire attention, un logo imprimé, un logo en ligne, c'est vraiment la grosse contrainte à respecter chez Disney, et il faut pas s'amuser à faire n'importe quoi, et en plus derrière, il y a la communauté de fans. Parfois, à DL Polémique, on nous accuse d'être des monstres, des hystériques, des extrémistes, et que sais-je encore? On n'est pas du tout des extrémistes, et je me garde bien de faire des commentaires sur des petites erreurs que parfois on peut faire lorsqu'on travaille en stage ou en alternance chez Disney, et je vois très bien ce genre d'erreurs. Donc c'est-à-dire parfois des petites utilisations d'images bizarres, des contresens, ou effectivement l'utilisation de logos et de termes qui sont pas bons. J'ai travaillé avec des gens qui sont pas fans, des alternants qui sont pas fans, et c'est vrai que si tu connais pas bien par exemple tous les personnages Star Wars et que par mégarde tu vas glisser une coquille dans le nom de Kira, la nouvelle partenaire de Solo, mais ça peut être l'émeute sur Twitter. Le service créatif et nous aussi au service communication, on avait ce qu'on appelle des chartes à disposition, donc en fait des gros fascicules en format paysage, donc un peu comme ça. Dedans vous avez tous les visuels qui sont à votre disposition, que vous avez le droit d'utiliser, et vous avez des règles. Donc si jamais vous avez un doute, vous sortez cette charte et vous regardez ce que vous avez le droit de faire ou pas. Il y a aussi là-dedans les dates d'embargo, et c'est ça aussi qui est le plus dur à respecter, surtout pour Disney Channel, parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup de contenu inédit autour de Disney Channel et de toutes les chaînes Disney, donc par moment vous ne savez plus ce qui est confidentiel ou ce qui ne l'est plus. Et parfois quand on parle d'une petite série, on oublie qu'il y a un embargo parce que c'est Phineas et Ferb, et on a oublié que l'épisode 23 n'était pas encore passé à l'antenne parce qu'on est mercredi. Donc parfois c'est un peu dur de gérer tous ces embargos, surtout du côté Disney Channel. Et moi j'étais admiratif de ma tutrice pour ça. Il y avait une quantité de programmes, vous pouvez même pas imaginer le nombre d'émissions, de chaînes, de créneaux horaires et de cases qui sont créées et qui sont renouvelées. Ça devient un exercice que de retenir ce qui passe à l'antenne. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que moi-même j'étais devenu une machine de guerre, et quand l'alternante était venue me remplacer, j'ai commencé à lui expliquer la grille de programmation de Disney Channel, et dans ses yeux j'ai vu défiler une forme d'inquiétude. Mais finalement ça rentre tout seul, ça finit toujours par rentrer. Quels avantages avais-tu par rapport à DLP? Alors je sais pas trop. L'avantage principal et celui qu'on avait tous en commun, c'était l'accès au parc. Et c'était l'accès évidemment aux resorts américains et asiatiques. À part ça, on avait aussi un CE, on avait je crois quelques réductions pour les vacances, et on avait aussi notre journal de Mickey, une fois par semaine. Alors ça c'est une question que vous m'avez beaucoup posée, as-tu vu des stars? Et c'est ça que j'aime chez Disney, ce qui compte c'est le personnage. Et finalement, BB-8 est la star. Peu importe qui est derrière BB-8 ou qui le double, c'est le personnage qui est le roi et qui est le maître. Alors évidemment, parfois il y avait des avant-premières où il y avait des doubleurs qui venaient, et puis parfois il y a les lives, donc il y a les stars Marvel, il y a les stars de Star Wars, mais vous voyez bien que chez Disney, tout le monde finit toujours par disparaître derrière l'empire Disney et derrière la marque, et finalement à la fin, il ne restera que Mickey. À part peut-être Michael Jackson, personne ne sera jamais autant connu que Mickey Mouse et ses amis. Finalement, j'ai pas vu beaucoup de stars. Quand j'ai fait mes stages en production audiovisuelle, j'ai vu beaucoup plus de stars et de vedettes, disons. Alors ça c'est une question que j'ai eue 2 fois, y a-t-il des rituels entre les employés de Disneyland Paris et les employés de Disney France? Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, ou assez peu. Parce que forcément, quand vous voulez organiser un événement entre les employés de Disney France et ceux de Disneyland Paris, vous avez d'un côté 15 000 employés, et puis de l'autre, vous en avez 200. Du coup, ça crée une espèce de disproportion assez énorme. Il y a assez peu de rituels de ce type, si ce n'est que, évidemment, on travaille beaucoup avec les équipes de Disneyland Paris, notamment à l'organisation d'événements autour d'avant-premières. Mais par contre, c'est arrivé que dans le cadre d'événements RSE, et dans le cadre d'argent qu'on doit donner à des associations, on a organisé un match de foot entre les employés de Disneyland Paris et ceux de Disney France. Ils étaient 21 je crois. À quoi ressemblent vos bureaux? Est-ce que la magie a été entachée? Alors nos bureaux sont assez impressionnants d'un certain côté parce que vous avez l'impression que vous êtes à Toys R Us. Partout sur tous les bureaux vous avez des choses comme ça. Dans tous les sens, des peluches, des affiches. C'est vrai qu'à la comptabilité c'est un peu moins fun, ils ont moins des trucs comme ça, mais ils en ont quand même un petit peu. J'étais jamais rentré dans des bureaux avec autant de jouets, de peluches et d'affiches, et eux en fait ne s'en rendent même plus compte, mais c'est vrai que ça m'avait fait un choc quand je suis arrivé la première fois. À l'étage il y a une ambiance un peu américaine avec baby-foot, avec espace de détente, la zen room. À part
cet aspect esthétique. L'ambiance de travail n'est pas si différente qu'une entreprise normale. On est là de toute façon pour travailler, on n'est pas là non plus pour s'amuser. Et tout le monde travaille en open space, sur d'immenses plateaux. C'est vrai que parfois il y avait des étages où il y avait 20 ou 30 personnes en même temps. Qu'est-ce qui se passe, Cerise? Intrusion dans le champ. Donc je dirais pas que la magie a été entachée, moi je trouve que les bureaux étaient vraiment sympas. Est-ce qu'ils embauchent les plus de 50 ans? Je sais pas s'ils embauchent les plus de 50 ans. Par contre, il y a des gens qui sont dans l'entreprise depuis des années. Et c'est vrai que c'est la première fois que dans un bureau, je me retrouve avec des gens qui sont là depuis très longtemps dans l'entreprise et qui n'ont quasiment jamais changé d'entreprise. Et ça, c'est plutôt un avantage quand vous décrochez votre CDI là-bas, si vous arrivez à le décrocher évidemment. C'est vrai qu'une fois que vous avez décroché votre CDI, il y a une forme de sécurité de l'emploi. Beaucoup d'entre vous me parlent de l'ambiance, là je viens d'en parler brièvement avec la décoration et la magie Disney. L'ambiance, elle varie en fonction de l'équipe dans laquelle vous êtes, et ça je pense que n'importe quel cast member peut vous dire la même chose. Si vous tombez sur un tuteur ou sur un manager qui est pas cool, bah forcément votre expérience ça va pas être cool. Mais ça, vous voyez, ça dépend pas de l'entreprise, ça dépend de votre manager. L'ambiance c'est pas toujours au top du top et c'est pas tout le temps youhou c'est Disney. Elle est pas mauvaise pour autant. Et moi je dirais que de manière générale l'ambiance est plutôt bonne chez eux. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'avais un logement. Il n'y a pas de logement à Disney France, contrairement à Disneyland Paris, mais il me semble que c'est pas non plus pour tout le monde à Disneyland Paris. Mais en tout cas, à Disney France, vous n'êtes pas logé si jamais vous avez un emploi. Vous devez vous débrouiller. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'en stage ou en alternance chez Disney France, vous êtes bien payé. En tout cas, j'estime que par rapport aux autres recruteurs, il n'y a pas photo, on est plutôt bien payé. Est-ce qu'il y avait de la compétition? Alors non, il n'y a pas de compétition, puisque on travaille tous sur des business différents, et nous, en communication, on venait en soutien de toutes les stratégies business de l'entreprise. On vient tous s'aider et on travaille tous en équipe. Donc il n'y a pas de compétition entre les employés. Alors les polémiqueurs, vous m'avez posé aussi beaucoup de questions sur le merchandising. C'est vrai que ça c'est un des plus gros business de la Walt Disney Company France, le produit dérivé. Par exemple, il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit pourquoi il n'y a plus de clochettes, pourquoi on ne voit plus de produits dérivés clochettes? Eh bien parce que ça fait partie de ces stratégies qui sont dictées du coup par la Californie qu'on doit respecter. L'année dernière, la stratégie c'était Mickey 90, c'était les 90 ans de Mickey Mouse. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de produits dérivés autour de Mickey. Et à une époque, il y avait des films sur l'univers de la fée Clochette. Généralement, quand des films comme ça sortent au cinéma, nous, on doit les porter en produits dérivés. Et donc la fée Clochette, entre 2010 et 2014, était plus présente en produits dérivés parce qu'en fait, il y avait des films qui sortaient au cinéma. Et donc on venait porter une franchise cinématographique, mais comme tout ça s'est arrêté, et ben c'est moins un objectif aujourd'hui. En fait, ça suit l'actualité de Disney de manière générale. Évidemment, c'est les produits Roi Lion qui vont inonder le marché parce qu'il y a la sortie du film et parce qu'en plus Disneyland Paris s'aligne aussi avec une saison, donc il y a une très grosse stratégie et ambition derrière le Roi Lion. Est-ce que Mickey est gentil en vrai? Alors ça, à mon avis, c'est une question plutôt humoristique, mais figurez-vous les polémiqueurs que Mickey existe en vrai. C'est un peu abusé de le dire si rapidement et de faire un si gros raccourci, mais il existe. Chez Disney France, il y a ce qu'on appelle les franchises. Et donc il y a quelqu'un qui s'occupe de la franchise Star Wars, qui s'occupe de la franchise Marvel, et il y a quelqu'un qui est chargé des franchises personnages. Et donc il y a quelqu'un qui décide de la stratégie autour d'un personnage. En gros, il décide tout autour du personnage. Il décide de si vous allez le voir sur une pièce de monnaie de la Monnaie de Paris, si vous allez le voir sur un t-shirt. Nous, à la communication, on avait une personne qui était attachée de presse de Mickey et qui savait tout sur lui et qui devait aider les journalistes dans leur recherche autour du personnage et autour du 90e anniversaire. Et moi-même, le temps d'une soirée, au tout début des festivités du 90e anniversaire, j'ai été l'attaché de presse de Mickey le temps d'une soirée sur le toit du BHB puisque c'était le jour du lancement des festivités du 90e anniversaire. As-tu côtoyé Jean-François Camilleri? Alors les polémiqueurs, Jean-François Camilleri, pour ceux qui ne savent pas, c'était le président de la Walt Disney Company. Il vient d'annoncer qu'il allait quitter la Walt Disney Company après 30 ans au sein du studio. C'est quelqu'un qui travaillait dans la partie cinéma et qui a fondé le label Disney Nature. Et Disney Nature est un des seuls studios Disney qui n'a pas été créé à Burbank en Californie, donc c'est vraiment une spécificité française et c'est aussi pour ça que c'est passionnant de travailler chez Disney France, c'est qu'on voit bien que l'activité du studio n'est pas la même que dans les autres pays du monde et qu'il y a une culture Disney française aussi. Et moi je suis arrivé dans une période où c'était très important pour Disney Nature puisqu'on fêtait les 10 ans du label. On le portait en produits dérivés parce qu'on avait lancé une collection avec Okaidi par exemple, je sais pas si vous connaissez Okaidi. C'était extraordinaire que de pouvoir travailler pour ce label et pour lui, et nous on était à son étage, on était à l'étage de Disney Nature, et il était dans notre bureau, il était dans notre open space. Alors il avait un coin à lui qui était un peu plus isolé, mais il travaillait bien avec nous dans les bureaux, et donc ben je le croisais tous les jours à la machine à café, en allant aux toilettes. D'ailleurs il avait lui-même un alternant, et donc vous pouvez vous-même postuler pour être l'alternant de Jean-François Camilleri. J'ai connu 2 personnes qui ont fait ce boulot, c'est un boulot qui est passionnant et que j'aurais bien voulu faire aussi. Alors il y a une personne qui m'a posé une question sur est-ce qu'il y a beaucoup de créatifs, est-ce que ça parle pas trop de business chez Disney France? Ça, et d'ailleurs je vous le dis les polémiqueurs, si vous êtes fan Disney, avant de postuler,
réfléchissez bien. Je trouve que Disney France, c'est un peu moins pour les fans Disney que Disneyland Paris. À Disneyland Paris, on accueille bien volontiers les fans parce que je pense qu'il y a un aspect créatif qui est plus grand. Alors évidemment, chez Disney France, il y a un service créatif et il y a des artistes qui travaillent. Ils sont pas nombreux, mais ils sont là et ils travaillent. Et pour nous, ils créent des affiches, ils créent des flyers, ils créent des dossiers de presse. Et pour tous les services, ils créent des choses. Évidemment qu'il y a un aspect créatif, mais attention, il est beaucoup moins fort qu'à Disneyland Paris. Nous, on crée pas de parade, on crée pas de show, on reçoit le contenu et on le transforme pour le marché français. Et donc beaucoup de gens effectivement sortent d'écoles de commerce et donc il y a un aspect très business. Et donc forcément par moment il y a un petit décalage quand par exemple vous recevez Tim Burton qui a les cheveux comme ça et qui a des lunettes violettes, que vous voyez que le mec fait des grands gestes et qui parle comme ça, c'est très drôle de le voir au milieu de mes anciens collègues qui eux sont beaucoup plus terre à terre et on voit bien le décalage. Et attention, c'est pas Burbank, il y a un peu moins d'artistes, donc faites attention à ça les polémiqueurs, si vous avez une fibre créative, faites bien attention avant de postuler. Ça ne m'a pas non plus beaucoup surpris, je savais que c'était comme ça et je savais qu'on était là évidemment pour défendre notre contenu, pour faire rêver les gens, mais on est là aussi pour vendre du produit dérivé, pour vendre des DVD, pour qu'un maximum de personnes aillent en salle. Il faut tout le temps créer l'événement et on avait la chance d'avoir des produits qui étaient extraordinaires, on avait des contenus extraordinaires. Quand vous recevez un Star Wars et que vous devez faire la promotion d'un Star Wars, c'est extraordinaire. Donc on a de très beaux produits, on a de très belles choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas une grosse marge de manœuvre dessus et on doit simplement les porter et les sublimer. Notre métier, c'est de sublimer un contenu qui existe déjà. Tes collègues étaient français, avais-tu des collègues californiens et recevais-tu des directives de Burbank? Ça, c'est la dernière question. Alors les polémiqueurs, oui, on avait des collègues californiens et on avait des collègues londoniens. Nous, en tant qu'alternants et stagiaires, on n'était pas trop en contact avec nos collègues californiens. Par contre, on était en contact avec nos collègues londoniens. La Californie envoie ses directives à Londres, qui les redescend en France, parce que Londres est le siège européen de Disney. Donc on avait des espèces de boucles de mail communes où il y avait tous les pays d'Europe, d'autres d'ailleurs parce que ça comprend pas que l'Europe, et parfois la Californie organisait des événements, et surtout parfois la Californie nous envoyait des dirigeants de la Walt Disney Company pour des réunions et pour des consultations, et on avait ce qu'on appelle un link, donc à tout moment je pouvais envoyer un message à n'importe qui dans le monde qui travaillait chez Disney, et je pouvais lui envoyer un message sur Messenger en lui disant « Could you please help me because I have a question about... » Donc voilà. Donc évidemment les polémiqueurs, si vous postulez à la Walt Disney Company, c'est très très important, il faut être bilingue, il faut obligatoirement parler anglais, c'est une condition requise. Voilà les polémiqueurs, à l'heure actuelle, au moment où je filme, je vois que le rush a duré 45 minutes, j'espère que pour vous le rendu n'est pas trop long, j'ai essayé de répondre à un maximum de vos questions, n'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire, comme je vous ai dit, au bout de 2 semaines de publication, je répondrai à tous vos commentaires. Et les polémiqueurs, n'oubliez pas que faire rêver c'est un métier. Salut les polémiqueurs!